Aujourd'hui, à l'émission Pensez plutôt à plus tard, le thème « Ma participation sociale ». On se demande comment organiser le temps retrouvé pour soi tout en maintenant sa place au sein de la collectivité. Pour démystifier les enjeux liés à la participation sociale, on reçoit des invités, Mme Levasseur et Mme Gobeil, ainsi que des personnes engagées dans la communauté. Pour nous éclairer sur la participation sociale des aînés, je rencontre Mélanie Levasseur, professeure à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. On parle maintenant de participation sociale. Il y a une époque, vieillissement égalait retrait de la vie sociale. Comment on explique cette nouvelle tendance? Effectivement, on observe un changement, notamment à cause de l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation aussi de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, on vit plus longtemps, les gens ont un niveau d'éducation qui est plus élevé, de meilleurs revenus, mais aussi on a de meilleurs soins de santé. Donc, ça fait en sorte qu'on vit un nombre d'années supérieur à ce qu'on vivait antérieurement. On a aussi les connaissances sur la participation sociale qui ont été développées. Donc, on sait maintenant que c'est très important de vivre activement le plus longtemps possible. Donc, on connaît mieux les bienfaits de la participation sociale. Donc, c'est devenu un sujet plus bavard, mais comment on a défini la participation sociale? Par l'implication d'une personne dans des activités qui la mettent en interaction avec d'autres dans sa communauté. Par exemple, la participation sociale, ça peut être d'aller à la bibliothèque, de prendre des marches avec des amis, de joindre un groupe d'entraide. Donc, il y a plusieurs activités de participation sociale. Puis ce qu'il faut savoir, de couleurs beaucoup de couleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important que ça soit personnalisé aux intérêts des gens. Il y a sûrement des freins à la participation sociale ou même des incitatifs. Il serait quoi? Donc, il y a plusieurs facteurs à la fois personnels, mais aussi de l'environnement physique et social qui peuvent influencer la participation sociale. Par exemple, les facteurs personnels, on pense à sa motivation, à ses intérêts, à sa condition de santé, mais aussi à ses capacités physiques. Pour l'environnement, bien là, on a les activités qui existent dans notre environnement, les ressources, mais aussi le soutien qu'on peut avoir dans l'environnement, le transport, les opportunités de transport, donc par exemple le transport public. Donc tous ces facteurs-là sont la plupart des facteurs modifiables, donc on peut tous espérer avoir une meilleure participation sociale. Est-ce qu'on peut parler que la participation sociale en milieu rural, il y a plus de freins à cette participation-là ou c'est pas du tout dans le décor? Bien, il y a certains freins, notamment liés au transport, au fait de l'éloignement de certaines bâtisses ou en tout cas en termes de lieux communs aussi. Mais il peut y avoir d'autres facilitateurs ou d'autres choses qui suscitent la participation sociale, comme par exemple le sentiment d'appartenance à la communauté ou la proximité et la dynamique de la communauté qui peuvent favoriser la participation sociale. Là, on parle de participation sociale, mais on sait très bien qu'il existe l'isolement des personnes aînées. Alors, comment on aborde, c'est comme le contraire l'un de l'autre. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que, en Estrie, par exemple, il y a un aîné sur 5, il y a une personne, sur 5 qui a plus de 65 ans. Et parmi ces aînés-là, il y en a le tiers qui vivent seuls à domicile.
Donc, puis cette situation-là, elle est similaire dans d'autres régions du Québec. Il y a une grande enquête canadienne qui a démontré qu'il y aurait le tiers des aînés qui sont à risque de vivre de l'isolement. Qu'est-ce que c'est l'isolement? Bien, c'est quand on a une participation sociale qui est diminuée, on peut vivre de l'isolement, c'est-à-dire avoir une restriction du nombre, de la qualité de nos interactions avec les autres. Donc, tout ça, ça peut être influencé par plusieurs facteurs qui sont similaires à ceux de la participation sociale et c'est possible là, de modifier et de réduire l'isolement social. Donc, on y travaille ici au Québec pour réduire l'isolement. On y travaille. Il y a même certains pays qui ont créé un ministère de l'isolement social. Donc, c'est vraiment un courant où on veut, pour promouvoir un vieillissement actif et en santé, s'attarder et mettre des énergies et des interventions en place. N'aurait-il pas dû dire plutôt un ministère de la participation sociale au lieu de l'isolement? Bien, c'est sûr que quand on parle d'isolement social, il y a un aspect stigmatisant à ça. Hein? On étiquette les gens, on porte un jugement. Moi, pour ma part, j'aime mieux parler de situation d'isolement social parce que je crois que c'est pas seulement les facteurs personnels qui rentrent en compte, mais beaucoup les facteurs environnementaux. Donc, tout comme pour les situations de handicap, je pense que c'est important d'aller qualifier que c'est pas la personne uniquement, mais que c'est la situation qui est une situation d'isolement social. Donc, effectivement, parler de participation sociale, c'est une façon plus positive d'apporter la situation et moins stigmatisante aussi, plus respectueuse. Admettons que je soupçonne que même ma propre vie, j'ai pas assez de participation sociale ou ma mère ou mes proches. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on suggère aux gens pour augmenter leur participation sociale? Bien, d'abord, si on a des incapacités, je pense que surtout pour réinitier certaines activités ou en initier de nouvelles, je pense qu'il faut être accompagné de façon personnalisée. Et Mme Gobeil va y revenir plus tard là, dans l'émission. Donc, si on a, en l'absence d'incapacité, si on n'a pas d'incapacité, à ce moment-là, il faut vraiment se fixer des objectifs, avoir des buts réalistes, mais aussi précis. Un objectif, par exemple, pourrait être d'aller prendre une marche de 30 minutes par jour avec une amie 3 fois par semaine. Un coup qu'on a déterminé c'est quoi notre objectif, il faut à ce moment-là se développer des stratégies, trouver des moyens pour l'atteindre, cet objectif-là. Par exemple, on pourrait dire, j'ai des bons souliers de marche, donc on organise notre vie pour que ça puisse se mettre... On investit dans le petit projet. On investit dans ce projet-là, on vit des petits succès une chose à la fois. Et on trouve des stratégies pour limiter les freins. On parlait de freins tantôt à la participation sociale. Donc, par exemple, si on est plus fatigué le soir ou si on est craintif de sortir lorsqu'il fait noir, bien, on peut décider d'aller marcher le matin. Si notre ami n'est pas disponible, on peut demander à quelqu'un de l'entourage ou joindre un club de marche. Si l'hiver, il fait froid, puis on est incommodé par le froid, bien, on peut décider d'aller dans un centre d'achat pour marcher. Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça qu'il faut réfléchir et vivre des petits succès et mettre en place cette routine-là d'avoir des activités de participation sociale. En fait, c'est comme penser plus tard à comment rendre mon objectif atteignable, à quelque part. Exactement. Et il faut commencer tôt parce que faut pas remettre ces projets-là à plus tard. Il faut avoir une bonne participation sociale de façon continue, comme c'est le cas des saines habitudes de vie, hein, manger des fruits et des légumes, faire de l'exercice physique, l'absence de tabagisme, c'est des habitudes à maintenir tout au long de sa vie. En terminant, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, je pense que participer socialement, c'est miser sur sa santé, c'est investir dans un vieillissement actif.
J'invite tout le monde à y penser plus tôt que plus tard et aussi à saisir les belles opportunités de participation sociale qui existent dans l'environnement. Au Salon du Livre depuis déjà quelques années et ce que ça m'apporte à moi, c'est l'expérience avec les gens, de poursuivre en fait pas mal ce que je vivais professionnellement, de côtoyer beaucoup de personnes. Alors ça brise de l'isolement, ça nous permet de rencontrer des gens exceptionnels et de poursuivre, de donner encore socialement. Alors pour moi, c'est une expérience très, très enrichissante et très, je dirais, nourrissante, point de vue humain, parce que c'est un contact humain qui se produit jour après jour lors du salon. Bien, moi, ma valeur principale, c'est l'entraide. Et quand on m'a approché pour la corderie, c'était une façon pour moi de mettre en pratique ma valeur principale. Parce que j'ai travaillé dans différents mouvements, comme entre autres le Centre d'entraide plus, Momentum, Centre d'entraide pour hommes. Et pour moi, là, c'est une dimension très, très importante. Ça nous fait des amis et ça fait une ouverture d'esprit aussi entre nous. Et ça permet à ces personnes-là aussi de se créer des liens d'amitié. Le bénévolat m'apporte beaucoup. C'est quelque chose qui est drôle parce que comme j'ai un poste de responsable, on m'octroie souvent du mérite par rapport à ce que mes patrouilleurs font, par rapport à ce que les gens que j'engage vont faire. Mais le mérite leur revient dans le fond. Madame Larouche, la corderie de Sherbrooke est en train de penser plutôt à plus tard. C'est quoi le projet qui s'en vient avec la corderie? La corderie de Sherbrooke, c'est un réseau d'entraide qui stimule les échanges de services par le biais d'une monnaie sociale. Et puis là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les membres aînés de la corderie de Sherbrooke sont ceux qui participent le plus, ceux qui reçoivent le plus de services, entre autres en lien avec l'entretien de maison, en lien avec l'accompagnement aux courses, aux activités, puis aussi dans ceux qui en donnent le plus, entre autres en lien avec l'artisanat, mais aussi ils font de l'entretien, de la couture. Fait que, donc là, ce qu'on a pensé, c'est avoir un projet pour créer des réseaux d'entraide intergénérationnelle autour des aînés, afin qu'ils rencontrent des membres de la corderie qui peuvent les soutenir dans leur quotidien, mais en même temps mettre en valeur les talents de ces aînés-là qui ont encore plein de talents et de passions à partager. C'est une espèce de maillage maintenant entre les membres actuels et les personnes âgées. Vous allez développer ce volet-là. Oui, c'est ça. Fait que, donc, on va vouloir recruter davantage de membres aînés et puis travailler à les mettre en réseau avec... Là, actuellement, on a 500 membres, dont une centaine de membres aînés. On aimerait ça, dans un an, en avoir 200 membres aînés, puis avoir nos 400-500 autres membres, puis les mettre davantage en lien, entre autres, avec les membres de la corderie qui restent proches de chez eux, pour pouvoir créer, dans le fond, un réseau aussi de bienveillance, d'être sûr que ces personnes-là ne soient pas isolées socialement. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a comme une visée de l'aide à rester chez soi, l'aide à la qualité de vie. Oui, tout à fait. On vise à aider les aînés à rester chez eux le plus longtemps possible puis à se sentir en sécurité chez eux et dans leur voisinage pour qu'ils puissent... parce qu'en fait, la plupart d'entre eux veulent demeurer à la maison. Et est-ce que la corderie va donner des formations ou va donner un encadrement aux nouveaux accordeurs? Oui, puis on va faire ça, entre autres, en lien avec l'équipe du Centre de recherche pour le vieillissement, pour justement voir comment accompagner le mieux possible les aînés. Et mon comité d'accueil aussi va évidemment se faire former sur les enjeux en ce qui concerne l'accompagnement des aînés. Quand on est dans l'entraide, on est dans le partage, on est dans l'harmonie, on aime les mêmes choses souvent, ce qui fait que même j'ai de nouvelles amies avec la corderie aussi. Une chose que je trouve intéressante, c'est que le fait d'avoir échangé beaucoup avec la corderie, pour moi, c'est devenu un mode de vie.
C'est très intéressant de savoir partager nos valeurs québécoises avec d'autres valeurs qui viennent de personnes d'autres pays. On m'a inculqué le bénévolat et j'ai toujours fait du bénévolat à travers différentes choses. Je pense que les gens aiment le Salon du Livre parce que c'est un événement qui est dans la joie, dans l'euphorie, dans le plaisir. C'est pas seulement une grosse foire, il y a tellement d'activités, d'animations de toutes sortes. Pour parler du défi d'adaptation pour maintenir sa participation sociale, je m'entretiens avec Jenny Gobeil, ergothérapeute. C'est sûr que de maintenir son réseau, sa participation sociale, ça peut être un défi d'adaptation, oui, quand on vient de tomber à la retraite. Hein. Quand on travaille, souvent, c'est plus facile de maintenir des relations sociales. On est quotidiennement en contact avec d'autres personnes directement sur notre lieu de travail. On dîne avec les collègues, on va dans des 5 à 7. Par contre, si on n'avait pas vraiment d'autres activités sociales à l'extérieur du travail, bien là, c'est vrai que ça peut être un certain défi là, de s'adapter à cette nouvelle réalité-là de retraité, puis s'assurer de maintenir notre participation sociale. Donc, c'est important de ne pas la négliger, cette participation-là, pour s'assurer d'en retirer les bienfaits, notamment une meilleure santé, un plus grand bien-être, une diminution des incapacités, du déclin cognitif, des symptômes dépressifs et aussi de la consommation de médicaments. Donc, il y a beaucoup d'avantages à la participation sociale. Oui, beaucoup d'avantages à être en contact avec les autres dans notre communauté. Il existe des perceptions erronées quant à la participation sociale des 50 ans et plus. C'est quoi les perceptions? Il existe certains mythes, notamment le fait qu'à la retraite, bien, on a tout notre temps. Souvent, par exemple, on va entendre « Ah, je veux faire un voyage en Grèce, c'est mon rêve depuis toujours, mais je vais le faire plus tard quand je vais être à la retraite parce que je vais avoir plus de temps rendu là. » Puis finalement, on arrive à la retraite, puis des fois, bien, on a des pépins de santé qui nous empêchent de le faire. Ou sinon, on va entendre « Bon, bien là, je viens de tomber à la retraite, j'ai travaillé fort toute ma vie, là, je suis fatiguée, je vais prendre le temps de relaxer. L'année prochaine, je m'inscrirai au cours de photographie que je veux prendre depuis toujours. » En vérité, ce qui arrive, c'est que des fois, les aînés vont vivre un ralentissement de leur rythme quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de plus de temps pour réaliser leurs activités quotidiennes, pour se déplacer aussi, en raison d'incapacités qui surviennent ou d'un manque d'énergie. Il y a certains aînés qui vont avoir besoin d'un accompagnateur pour faire des sorties. Donc, bref, quand on vieillit, souvent, il y a plus d'obstacles à la participation sociale qui peuvent se dresser devant nous. Donc, l'idée de repousser à plus tard n'est pas nécessairement une bonne idée. Non, vraiment pas. En fait, l'idéal, c'est de maintenir sa participation sociale à tous les âges, puis d'arrêter de repousser toujours à plus tard quand on tombe à la retraite. Il ne faut pas attendre à ce moment-là, justement, là, pour réaliser des activités sociales et de loisirs qui sont importantes pour nous, qui font du sens pour nous. Puis, est-ce qu'il existe des ressources pour faciliter la participation sociale? Oui, absolument. Les gens peuvent aller consulter le site Internet du Centre d'action bénévole de Sherbrooke. En fait, sur le site de Penser plutôt à plus tard, on a mis justement le Centre d'action bénévole. Oui. Bon, bien génial, ce site-là, il est vraiment bien fait. On s'y retrouve facilement. Les gens peuvent aller voir l'ensemble des opportunités de bénévolat qui sont disponibles. Il y a également une liste de tous les organismes de la région qui sont là, incluant leur mission, leur adresse. Il y a même des petits liens pour aller directement sur les sites Internet des organismes pour en savoir davantage sur les services qu'ils offrent. Sinon, on peut appeler directement au Centre d'action bénévole aussi de Sherbrooke. Ils sont là pour répondre à nos questions. Ça fait partie de leur mission d'accueillir les gens qui ont besoin de soutien, de les informer puis de les orienter vers les ressources existantes.
Et sans faire de bénévolat, on peut aussi participer à des activités parce qu'il y a oui, beaucoup d'organismes. exact. C'est ça. Il y a autant des offres de bénévolat, on peut s'impliquer comme bénévole, mais aussi comme aîné qui reçoit des services ou qui va à des activités de groupe, qui reçoit un accompagnateur. Les opportunités sont multiples et très variées. Si je veux vraiment passer à l'action, puis je suis stressée à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, me faire d'aller à un nouveau café seul, ou qu'est-ce qu'on suggère à ces personnes? C'est sûr que d'intégrer une nouvelle activité sociale, ça peut aussi impliquer de sortir de notre zone de confort, hein? Chose qu'on n'aime pas toujours faire, mais il faut vraiment passer par-dessus nos craintes parce qu'en fait, la plupart des activités qui sont offertes dans la communauté sont imprégnées d'une culture d'accueil, hein? On veut que les gens s'impliquent, on veut que les gens participent. Donc, il faut vraiment arriver à briser la glace, à aller une première fois à la rencontre ou à une première activité. Donc, on met nos excuses de côté, puis on fonce. Puis j'aime me dire, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre vraiment? Puis oui, on peut y aller à petite dose aussi, là, commencer en exactement. Puis, tu sais, si on n'aime pas ça la première fois, bien, c'est pas plus grave que ça. On va essayer une autre activité. Il y a tellement de choses qui se font dans la communauté. C'est certain que vous allez trouver quelque chose qui correspond à vos besoins. Et à ses passions aussi. Oui, exactement, à ses intérêts. Puis, des petits trucs pour diminuer le stress, bien, ça pourrait être, par exemple, de demander à une amie de nous accompagner au groupe d'exercice. Hein. Des fois, quand on est deux, bien, c'est plus sécurisant pour s'intégrer dans un nouveau groupe. Ou on peut appeler directement les organismes, leur demander de l'information, parler-leur de vos inquiétudes, sont là pour ça. Oui. On peut aller directement sur place aussi pour avoir un premier aperçu. Très bonne suggestion. Oui, des lieux, puis tout ça, ça peut être sécurisant. Puis pour les personnes âgées de Sherbrooke qui ont plus la difficulté à s'intégrer dans leur communauté, il y a un nouveau service qui va être mis en place par la Corderie qui s'appelle l'APIC, donc pour accompagnement citoyen personnalisé d'intégration communautaire. Donc, dans l'APIC, il y a un accompagnateur citoyen qui va venir vous visiter une fois par semaine pour vous aider à vous engager dans des activités sociales et de loisirs qui sont signifiantes, qui sont importantes pour vous. Et comment on fait pour avoir accès à APIC? Bien, ça va s'en venir prochainement. C'est pas encore en branle. Là. On se tient au courant maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, l'accompagnateur va vraiment aider l'aîné à explorer, à découvrir les ressources de sa communauté, puis surtout à briser la glace pour qu'éventuellement l'aîné soit autonome dans sa participation sociale. Et on peut devenir des facilitateurs pour faire partie d'un réseau aussi. À ce moment-là, le facilitateur APIC. Oui, c'est ça, l'accompagnateur. Fait que oui, on peut s'impliquer autant comme accompagnateur ou comme aîné. Dans les deux sens, ça va favoriser la participation sociale. C'est d'être en relation avec les gens. Puis ce que j'aime, entre autres, oui, c'est que quand je veux faire quelque chose chez quelqu'un ou quelqu'un vient chez moi, c'est de le réaliser ensemble le plus possible. Tu sais, dans le fond, j'apprends énormément parce que comme il y en a un qui est venu, on a fait des réparations ou des rénovations que j'aurais jamais fait seul. Mais le fait de le faire avec lui, bien là, OK, c'est comme ça qu'on le fait. Tu sais. Fait que ça me permet d'aller plus loin aussi, là. Je me suis inscrite à la Corderie et j'ai vu que c'était relié à l'entraide. Et moi, l'entraide, déjà avec des amis, je partageais beaucoup de services, celles qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas faire ou que je n'ai pas le goût de faire. Ce qui fait qu'en adhérant à la Corderie, avec ces gens-là, on se rend compte qu'on a aussi des affinités, un peu des atomes crochus. Je faisais de la coopération internationale depuis plus de 20 ans.
Souvent, j'ai des amis qui sont arrivés ici il y a 6, 7, 8 ans et on est encore amis. On partage plusieurs choses au point de vue nourriture, au point de vue habillement, toutes sortes, dans toutes sortes de domaines, là. Alors, c'est très intéressant de pouvoir échanger et partager nos connaissances aussi, de partager mon savoir maintenant avec ces personnes-là. Alors, je suis engagée socialement au niveau du Salon du Livre depuis maintenant. Je suis dans ma 8e année. C'est une expérience extraordinaire qui est arrivée souvent par personne interposée. Alors moi, c'était une amie qui faisait déjà du bénévolat au salon. On fait des rencontres fantastiques. Ça a été mon expérience de faire des rencontres fantastiques. Et les bénévoles qui travaillent au salon, c'est des gens qui sont engagés, qui aiment le milieu, qui reviennent année après année. On a une bénévole qui ça fait 30 quelques années, plusieurs, plus de 20 ans. Alors, c'est des gens qui reviennent année après année et qui aiment le Salon du Livre. Alors, c'est une expérience formidable, une expérience qui me plaît énormément. J'aime l'engagement bénévole. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie et ça me plaît énormément. C'est un lien qui se crée à travers le bénévolat parce qu'on se fait des activités, on se crée des événements où est-ce que les gens apprennent à se connaître entre eux et chacun il vient y chercher sa motivation. Et puis, ça crée de grandes amitiés. Fait qu'une fois que le bénévolat est fini à la patrouille, qu'ils vont faire leur bénévolat ou leurs implications ailleurs, bien, on s'aperçoit que les amitiés demeurent et que les communications entre les gens demeurent. C'est très, très intéressant de ce côté-là. Puis, je pense qu'on a tous un point commun, c'est qu'on fait tous ça par passion. D'apprendre à connaître ces gens-là qui s'impliquent avec moi à faire du bénévolat, d'apprendre à les côtoyer. Ces gens-là vont nous apporter beaucoup. Et on aide énormément toutes sortes de causes humanitaires. Quand on rencontre ces gens-là qui sont seuls, qui sont malades, peu importe, et qu'on prend le temps de discuter avec eux, la richesse que ces gens-là ont et qu'ils peuvent nous apporter, c'est assez incroyable. Fait que c'est vraiment la raison pour laquelle on le fait. Je dirais, à la limite, un peu égoïstement, que j'ai l'impression des fois que ça m'apporte plus que moi, je peux leur apporter. Nous espérons que cette émission vous a plu. Merci d'avoir été des nôtres et merci à nos invités. Si vous voulez poursuivre cette réflexion, on vous invite à contacter l'AQDR Sherbrooke.